interminable et c'est légitime. Les besoins des femmes méritent d'être entendus et compris. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Cyril Bojico répond à Noël Kemoué. Est né sur l'enfant à l'hôpital. Est-il vrai ou pas? Suivez Cyril Bojico. Mais aujourd'hui, je veux inverser la perspective. Je veux parler à la femme qui m'écoute, de l'homme qui est à ses côtés ou de celui qu'elle cherche encore. Est-ce que cette histoire-là est vraie ou pas? Pourquoi la vie des autres est si bien à manipuler, à parler, à exposer? Cela démontre la vraie nature de l'être humain, qui est fondamentalement méchant et aime voir l'échec des autres, et aime voir dans les gestes des autres la manipulation qu'elle-même cherche à faire au quotidien. Cette histoire mérite qu'on comprenne les contours de la nature de l'être humain. Et oui. Bonjour mes supporters, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes mardi le 17 mars. Je ne savais pas que je devais un jour faire cette vidéo parce que je voulais garder cet aspect privé de ma vie. Bon, Maureen, prends l'enfant, s'il te plaît. Bon, j'ai vu des vidéos circuler sur internet concernant mon nourrisson, parce que encore une nourrisson, elle a 1 mois. Elle a, janvier, février, mars, 1 an, 3 mois aujourd'hui. J'ai vu des vidéos d'elle elle a eu un accident domestique il y a quelques semaines. J'étais encore en Inde. Vous vous rappelez, dans mes vidéos, je vous disais que j'ai eu un coup, que je rentrais en catastrophe au Cameroun. J'avais fait la vidéo à l'aéroport. Je devais aller au Canada. J'ai dit, c'est plus moi qui vais venir avec les colis. J'ai eu un coup dur. L'accident était le 23 février. C'est un accident domestique qui arrive à qui peut arriver à tout le monde. Elle a eu la nuit du 23. En Inde, il était 2 ou 3 heures. Chez lui, 2 ou 3 heures. Je ne sais pas quelle heure il était ici. Il y a une différence de 4 ou 5 heures de temps. Je suis rentrée en catastrophe parce que je ne suis pas rentrée à la date de retour que j'avais. C'était au préalable, voilà. Je suis rentrée, dès que je suis rentrée, naturellement je suis venue à la maison parce que à l'aéroport les gens te voient Noël, Noël, Noël. C'est à certains même, j'ai dit que j'ai eu un coup dur avec mes enfants. C'est d'elles qui m'ont vu à l'aéroport, qui m'ont posé la question parce que je pleurais, vont venir témoigner en commentaire. Quand je suis arrivée, parce que j'ai dit que dès que je suis arrivée dans la poche, avant de rentrer dans mon foyer, il fallait que je me lave. Oui. Pour aller voir l'enfant à l'unité de Boulé, il y avait certains habits qu'on porte. Il faut que je précise. C'est l'unité de Boulé. C'est la Boulé que vous avez vu les images. Cet accident de métier a eu lieu le 23 et l'enfant est sorti le 9. Voilà, elle est dans l'hôpital général. Elle est sortie le 9. Sous ordre du médecin, parce que voilà, moi j'ai demandé qu'elle fasse 1 semaine à l'hôpital, mais ça a dit non. Rentrer avec elle, elle viendra seulement pour les patients. Vous entendez sa voix là à côté, j'ai entendu la filmer beaucoup. Et c'est même presque parti, donc on a cicatrisé au bout de 3 mois. Voilà, je vous entends la voix d'un enfant qui va très bien. Donc quand je vois des parents comme moi partager la vidéo de mon enfant, moi, comme vous avez dit que j'aime tout partager, je n'ai jamais partagé cette nouvelle avec vous. Je ne suis jamais venue sur internet dire que mon enfant a eu un accident domestique. Pourquoi vous ne prenez ce que je vous présente, vous faites ce que vous voulez avec, vous insultez comme vous voulez, vous parlez de ma vie comme vous voulez. Mais quand moi je vous parle de quelque chose, regardez ça, je sais qui est derrière. Je sais qui partage toutes les informations concernant l'enfant, qui partage les vidéos. Moi, la mère de l'enfant, je ne vous juge pas des vidéos de l'enfant que j'envoie à quelqu'un. J'ai des vidéos que j'ai prises à l'hôpital avec l'enfant, que je disais que plus tard, je vais sensibiliser les parents par rapport aux accidents domestiques. Et je me suis même accordée avec son médecin, son pédiatre à l'hôpital général. Elle a dit Noël, faisons des vidéos parce que plein d'enfants, j'ai vu plein d'enfants qui arrivaient. Un accident peut arriver, c'est une fraction de seconde. En tant que mère d'enfant, mon devoir c'est de protéger mon enfant, pas de prendre les vidéos de mon enfant, envoyer aux gens. Pourquoi ne pitié de moi? Oui, je ne vous ai jamais parlé de ça. Respectez ma vie privée. Ça, c'est ma vie privée que je veux garder. Ce que je veux m'entraîner. Comme vous avez pris mon mariage, mélangez là, I don't care. Mais mon enfant m'a gardé, laissez tomber. Elle va très bien, vous l'avez vu. Vous dites que j'ai laissé l'enfant à l'hôpital, je me suis mariée. Et je vais préciser encore. L'enfant est sorti le 9. Tous ceux qui ont été invités, la majorité des gens, les gens qui savaient qu'il y avait le mariage, savaient avant que je n'aille, je n'avais pas envie d'invitation. Beaucoup ont été invités à partir de mardi soir jusqu'à vendredi matin, le jour du mariage. Et je m'excusais en disant que ouais, j'ai eu un gros coup, il y a eu un coup dur. Effectivement, j'ai eu beaucoup de coups durs par rapport à mon mariage. Entre l'enfant qui a eu l'accident domestique. Non, d'abord moi, j'ai été hospitalisée pendant presque 1 semaine. Ça n'est vraiment pas. Je suis allée quand même en mission parce que la mèche, par rapport à mon entreprise, par rapport à l'entreprise dont je suis ambassadrice.
J'ai rangé en beauty. Étant là-bas, l'enfant a eu un problème. Je suis rentrée en catastrophe. Quand je suis rentrée, m'occuper de l'enfant, ma mère était hospitalisée également à l'hôpital. Elle a duré. Elle est sortie avant par rapport au mariage. Normalement, ma mère devait faire plus de 10 jours. Mais elle est sortie avant parce qu'elle a dit Noël. Tout est là, ça ne va pas arrêter. Tout ce qui s'en remboursé. Et avant maman, la veille, on m'a braqué. Que Dieu m'a braqué, c'était pas un hasard. Je vous ai jamais dit ça. Moi, je vous dis aujourd'hui. Si vous avez remarqué, WhatsApp, je ne réponds plus vraiment aux gens. J'ai été braqué. Et les braqueurs ne nous ont pas pris au hasard. Ils nous attendaient à la barrière. Ils nous attendaient. Ils étaient là, postés. Ils attendaient que j'arrive. Ils avaient mon programme de la soirée. C'était le soir de l'enterrement de vie de jeunes filles. Donc, quelqu'un leur informait de l'endroit où j'étais, à quel moment j'ai quitté. Ils étaient postés, dès qu'on est entré, ils nous ont suivis. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont seulement pris nous. Bon, l'argent, ils ont pris juste pour brûler les pistes. C'est ce qu'ils voulaient chercher. Ils voulaient chercher les téléphones, ils ont donné les mots de passe. Ils voulaient juste les téléphones. Les bandits là ont pris les téléphones de ma mère, ils ont brutalisé le gardien. Ils avaient des armes, c'est des gens qui avaient des armes. Ils avaient des armes. Ils ne venaient pas blaguer. Ils ont dit, donnez, on veut prendre, on est venu pour vos téléphones. C'est ce qu'ils ont dit. On est venu pour vos téléphones. Ils ont pris le téléphone de mon frère, qui est également mon chauffeur. Les téléphones, parce que ma mère a 3 téléphones. Moi, j'avais 2 téléphones. Ils ont pris les téléphones, ils sont partis. Et quand ils ont pris les téléphones, j'ai dit des choses qu'il ne pas dire maintenant. Peut-être plus tard, je dirai. Mais ça va que tout ça ne va pas la punir si on ne va arriver sur ça. Et je sais que dès que je serai vous-même, vous savez qui est derrière. Je profite pour dire, je veux parler encore. Bon, moi, je n'ai aucun souci avec toi. Tu vois, j'ai tout prôné la paix. Je ne vais pas passer ma vie à discuter avec X ou Y. Pardon, évitez ça. Évitez de me passer pour une mauvaise mère. Mon enfant, elle va très bien. Elle est sortie bien avant le mariage. Et le mariage a failli être reporté. Mais les gens de la salle peuvent témoigner. C'est parce qu'elle est sortie le lundi, j'ai reporté mon mariage. J'ai reporté une date ultérieure. Je n'avais pas pris une date. Si les gens de la salle acceptaient même, parce que tout, on ne rembourse pas, vous savez. Donc, ma fille est sortie. Le médecin a dit qu'elle allait bien. Mais moi, je n'ai pas voulu qu'elle vienne au mariage. Elle pouvait venir et rester dans une loge là-bas, dans une salle climatisée avec Maureen. Mais je n'ai pas voulu. J'ai dit non, quand on reste, je ne voulais même pas qu'on la voie. Parce que les yeux qui voient l'enfant malade, on ne sait pas avec quels yeux on regarde souvent quelqu'un. Donc, sur ce, arrêtez de partager les images de mon enfant. Elle va super bien. Je ne vous ai jamais informé de son état. C'est aujourd'hui que je le fais parce que les vidéos sont dehors. Donc, c'est ma vie privée là-bas. Là-bas, je veux garder privé. Respectez mon choix. J'ai décidé de protéger mon enfant. Faites la même chose. Vous êtes des parents. Ce que vous faites aujourd'hui, c'est ce qu'on fait demain. Ne vous dérangez même pas. Bonne journée. Ce que Cyril Bojiko s'apprête à partager avec toi. Suis-le et laisse un commentaire. Parce que comprendre ce qu'un homme veut vraiment dans un couple, ce n'est ni lui donner des pouvoirs sur vous. C'est vous donner les clés pour construire quelque chose de solide, d'équilibré, de durable. Quelque chose qui tient, quelque chose qui grandit. Parce que, chère dame, un couple qui dure, c'est 2 personnes qui ont pris la peine de se comprendre, pas seulement de s'aimer. Un couple qui dure, c'est 2 personnes qui ont pris la peine de se comprendre, pas seulement de s'aimer. Commençons par déconstruire un mythe ténace. On nous a longtemps fait croire que les hommes ne veulent qu'une seule chose, que leur monde intérieur est simple, superficiel, réductible à quelques besoins primaires, que derrière chaque homme, il n'y a pas grand-chose à chercher. C'est absolument faux, profondément faux, et c'est là que beaucoup de femmes échouent. Un homme, un vrai, un homme qui a travaillé sur lui-même, qui a une certaine maturité, a des besoins émotionnels aussi réels, aussi profonds, aussi légitimes que ceux d'une femme. Il les exprime différemment. Il les nomme moins facilement. Parfois, il ne les nomme même pas du tout. Mais ils sont là. Et quand ces besoins ne sont pas reconnus dans un couple, l'homme ne s'effondre pas forcément. Il se ferme. Il s'éloigne. Il devient absent. Physiquement présent, mais intérieurement parti depuis longtemps. Alors, que veut un homme vraiment dans un couple? Que recherchent les hommes en une femme? La première chose, et c'est peut-être celle qui surprend le plus, c'est le respect. Le respect, pas l'obéissance, non. Ne confondez pas le respect à l'obéissance. Encore moins le respect à la soumission. Ce n'est ni l'obéissance ni la soumission. Le respect, c'est-à-dire cette reconnaissance dans le regard et dans les actes que cet homme a de la valeur.
le respect, c'est-à-dire cette reconnaissance dans le regard et dans les actes que cet homme a de la valeur, que ce qu'il fait compte, que sa parole a du poids, que ses efforts sont vus. Un homme peut traverser des tempêtes, endurer des échecs, affronter les difficultés de la vie. Si en rentrant chez lui, il trouve une femme qui le regarde comme quelqu'un qui mérite d'être là, alors là, vous l'avez gagné. Mais un homme qui se sent constamment diminué, critiqué, comparé ou méprisé dans son propre foyer, cet homme-là finit par disparaître d'une façon ou d'une autre. Chère dame, je vais te le dire aujourd'hui, un homme ne cherche pas une femme qui le perfectionne. Un homme cherche une femme dans les yeux de qui il se sent capable de tout. Je dis qu'un homme ne cherche pas une femme qui le perfectionne. Un homme cherche une femme dans les yeux de qui il se sent capable de tout, même de posséder le monde. La deuxième chose qu'un homme veut, c'est la paix. Comprenez-moi bien, mesdames. Ce n'est pas qu'il veut éviter les conversations difficiles. Ce n'est pas qu'il refuse la confrontation ou qu'il fuit les sujets qui font mal. C'est qu'il a besoin que son foyer soit un refuge, pas un champ de bataille supplémentaire. La vie d'ailleurs est déjà exigeante. Les pressions professionnelles, les responsabilités sociales, les attentes que la société place sur ses épaules, sur les épaules d'un homme, tout cela pèse. Et quand il rentre, ce qu'il espère trouver, au fond, c'est un endroit où il peut déposer ce poids. Un couple qui fonctionne n'est pas un couple sans conflit, non. C'est un couple où les conflits se résolvent avec respect, avec écoute, avec la volonté partagée d'avancer ensemble plutôt que de gagner l'un contre l'autre. La troisième chose, et celle-ci, on en parle encore moins, c'est le besoin d'être admis dans sa vulnérabilité. On a appris aux hommes, oui, on a appris aux hommes de ne pas pleurer, à ne pas montrer la peur, à ne pas avouer le doute, à toujours paraître fort, solide, certain. Et beaucoup d'hommes ont si bien intégré cette leçon qu'ils ne savent même plus eux-mêmes comment accéder à ce qu'ils ressentent vraiment. Mais en profondeur, tout homme a besoin d'au moins une personne devant qui il peut être fragile sans être jugé. Une personne devant qui il peut dire « je ne sais pas, j'ai peur, je suis fatigué » et recevoir en retour non pas de la pitié, mais de la présence. Oui, de la présence. Cette personne, dans l'idéal, c'est vous. C'est vous, madame, la femme qui partage sa vie. Voilà votre mission auprès d'un homme. L'homme le plus fort du monde a besoin d'un endroit où il peut être humain. Alors, soyez cet endroit pour lui et vous l'aurez gagné. J'ajouterai même encore une quatrième chose que les femmes sous-estiment souvent. C'est qu'un homme veut être désiré. Un homme veut être désiré. Montrez-lui que vous avez besoin de lui. L'homme ne veut pas seulement être aimé. Non, l'amour seul ne suffit pas. L'homme veut être désiré. Il veut sentir que sa présence à vous est précieuse. Que vous l'avez choisi, non pas par défaut ou par habitude, mais parce qu'il est lui, avec tout ce qu'il est. Un homme qui se sent voulu dans son couple est un homme qui donne le meilleur de lui-même. Un homme qui se sent voulu dans son couple est un homme qui donne le meilleur de lui-même. Un homme qui se sent toléré finit par se demander pourquoi il reste. Ce désir ne se résume pas à la séduction physique, non. Il se manifeste aussi dans l'intérêt que vous portez à ses projets, dans la fierté que vous exprimez pour ce qu'il accomplit, dans ce simple geste de choisir de passer du temps avec lui parce que vous l'appréciez vraiment, pas seulement parce que vous vivez sous le même toit. Enfin, la cinquième chose, un homme veut une partenaire. Un homme veut une partenaire, pas une mère, pas une adversaire, mais une partenaire. Quelqu'un avec qui construire, quelqu'un qui a ses propres ambitions, sa propre vision, sa propre force et qui accepte de mettre cette force au service d'un projet commun. Un homme épanoui n'est pas intimidé par une femme qui réussit, non. Il est inspiré par elle. Il veut marcher à côté de quelqu'un qui l'élève, pas de quelqu'un qui l'écrase, ni de quelqu'un qui disparaît derrière lui. L'égalité dans un couple, oui, l'égalité dans un couple, ce n'est pas une guerre de territoire. C'est deux personnes qui décident chaque jour
de choisir l'autre librement, consciemment et joyeusement. Respect, paix, espace pour être vulnérable, désir et partenariat. Je répète, le respect, la paix, l'espace pour être vulnérable, pour être lui-même, pour être humain, être désiré et avoir une partenaire, voilà ce que recherche un homme. Ce ne sont pas des exigences impossibles, ce sont des besoins humains, ceux d'un homme qui veut aimer et être aimé dans sa totalité. Et si en écoutant cette chronique aujourd'hui, vous avez reconnu des manques dans votre couple ou dans vos attentes, prenez cela non comme une accusation, mais comme une invitation à appliquer ces 5 choses. C'est une invitation à la conversation, à l'honnêteté, à cette rare et belle chose qu'un couple où les deux se disent ce dont ils ont besoin et décident ensemble de se le donner. Parce que mesdames, le meilleur couple n'est pas celui où tout est parfait, non. Le meilleur couple n'est pas celui où tout est parfait. C'est celui où 2 personnes imparfaites refusent de lâcher l'autre. Je dis bien, le meilleur couple n'est pas celui où tout est parfait. C'est celui où 2 personnes imparfaites refusent de lâcher l'autre. Comprenez-vous mieux, aimez-vous mieux, construisez quelque chose qui dure. Cette tranche d'antenne qui accompagne votre journée et qui met les mots simples sur les situations que beaucoup vivent sans jamais vraiment expliquer ou alors expliquer difficilement. Aujourd'hui, nous parlons d'une fatigue que des milliers de Camerounais portent en silence. Cette fatigue d'être le seul à tenir le couple debout, le seul à chercher des solutions, le seul à faire des efforts, le seul à pardonner, à organiser, à relancer la conversation quand le silence s'installe. Pendant que l'autre regarde, attend, profite sans jamais mettre la main à la pâte. Quand un seul porte le poids des deux, le couple ne marche plus, il boite. Et un jour, celui qui portait tout s'écroule. Pour en parler dans cette émission, comme toujours, la plus belle étoile de la Cité des Palmiers. Marie-Agnès Sagnier, bonjour. Bonjour Cyril, ce sujet va parler à énormément de gens, surtout ceux qui n'osent pas mettre les mots sur ce qu'ils vivent. Et Marie-Agnès, Oui. à quoi reconnaît-on un couple? Ou alors à quoi reconnaît-on qu'on porte seul le couple? Les signes sont partout, mais on refuse souvent de les voir. C'est toi qui appelles toujours en premier. Si tu n'appelles pas, le téléphone reste silencieux pendant des jours. C'est toi qui proposes les sorties, les discussions, les projets. L'autre se contente de dire oui ou non sans jamais rien initier. C'est toi qui t'excuses après des disputes, même quand tu n'as pas tort, juste pour que la paix revienne. C'est toi qui planifies l'avenir du couple pendant que l'autre vit au jour le jour comme un passager dans un bus que tu conduis. Au Cameroun, cette situation touche particulièrement les femmes, des femmes qui gèrent la maison, les enfants, les émotions du couple, la communication avec les 2 familles, les problèmes financiers pendant que le mari rentre, mange, dort et repart. Mais les hommes aussi portent parfois seuls le couple. Des hommes qui payent tout, qui règlent chaque problème, qui absorbent chaque crise et dont la femme ne reconnaît jamais l'effort. Allez, un jour, il y a une femme qui a appelé son mari pour lui dire, l'ampoule est grillée. Il a dit, alors tu veux que je fasse quoi? Rester dans le noir. Mais pourquoi l'autre ne s'implique pas? Plusieurs raisons. D'abord, le confort. Quand quelqu'un qui fait tout à ta place, pourquoi ferais-tu quoi que ce soit? L'autre s'installe dans un rôle de bénéficiaire permanent. Il reçoit sans donner, il consomme le couple sans le nourrir. Et c'est toi qui lui as appris cela parce que chaque fois que tu l'as fait à sa place, tu lui as envoyé le message que tu n'as pas besoin de le faire, je suis là. Ensuite, l'immaturité émotionnelle. Certaines personnes n'ont jamais appris à être en couple. Elles sont restées dans la posture de l'enfant que l'on prend en charge. Elles attendent que le conjoint joue le rôle du parent qui organise tout, qu'il décide tout, qu'il porte tout. Et puis, il y a ceux qui ne s'impliquent pas parce qu'ils ont un pied laisse dehors. l'autre faire Ils ne sont pas le vraiment dans le travail couple. en attendant de trouver Ils restent mieux par habitude de partir. ou Alors, quelles sont les conséquences sur celui qui porte tout ou celle qui porte tout? l'épuisement d'abord. D'abord, l'épuisement. Un épuisement profond qui n'est pas que physique, mais émotionnel. Tu te sens vidé, seul, même à 2, invisible dans ta propre relation. Tu donnes et rien ne revient. C'est comme verser de l'eau dans un seau percé. Tu as beau le remplir, le niveau ne monte jamais. Ensuite, la rancœur. Cette colère silencieuse qui s'accumule avec les années. Tu ne dis rien parce que tu veux garder la paix. Mais à l'intérieur, tu comptes. Tu comptes chaque effort non rendu, chaque sacrifice non reconnu, chaque geste ignoré. Et un jour, la rancœur explose. Pour un détail, une broutille, et l'autre ne comprend pas pourquoi tu réagis aussi violemment pour une petite chose. Mais ce n'est pas la petite chose, c'est 6 ans,
10 ans de petites choses accumulées. Et ensuite, la perte de l'estime de soi. L'estime de soi, c'est très important. Tu finis par te demander, est-ce que je mérite mieux que cela? Est-ce que quelqu'un d'autre ferait des efforts pour moi? Est-ce que ma vie serait différente si j'étais seule plutôt que seule à deux? Au Cameroun, il y a aussi la dimension financière. Des hommes qui portent absolument tout. Le loyer, l'école des enfants, le marché, l'électricité, l'eau, les soins, les imprévus. Pendant que la femme qui travaille pourtant ne contribue à rien et garde son salaire pour elle. L'inverse existe aussi, des femmes qui payent tout parce que l'homme est dans une mauvaise passe depuis 5 ans sans jamais en sortir. À un moment, la mauvaise passe devient un mode de vie. Et celui qui porte les finances seul porte aussi la colère, la frustration et le sentiment d'être utilisé. Ah bon? Le couple, c'est aussi un partenariat économique. Et quand un seul partenaire paye les factures pendant que l'autre consomme sans contribuer, ce n'est pas un couple. C'est de l'hébergement. Ah, c'est de l'hébergement? Oui. Ah, mais est-ce que le mot n'est pas très fort, Marie-Agnès? Pas du tout. Hein. C'est de l'hébergement. Oui. Mais alors, Marie-Agnès Sarnier, comment sortir de cette dynamique sans détruire son couple? En arrêtant de tout porter. Et je sais que c'est difficile à entendre, mais tant que tu fais tout, l'autre n'a aucune raison de changer. Il faut laisser l'espace vide pour que l'autre le remplisse. Si tu arrêtes d'appeler en premier et que le téléphone reste silencieux pendant une semaine, tu auras ta réponse. Douloureuse mais claire. Ensuite, communiquer, pas accuser. Dire je suis fatigué de porter seul le couple. J'ai besoin que tu t'impliques. Expliquer concrètement ce dont tu as besoin. Pas des généralités mais des actions précises. J'aimerais que tu organises un week-end une fois par mois. J'aimerais que tu m'appelles au moins une fois dans la journée. Et enfin, accepter que si malgré tes paroles rien ne change, le problème n'est pas ta communication. Le problème est que l'autre ne veut pas changer. Et cette réalité mérite d'être regardée en face même si elle fait mal. Marie-Agnès, Oui. c'est très fort ça. Chers auditeurs, un couple, c'est deux personnes qui avancent ensemble. Pas une personne qui porte l'autre sur son dos. Si vous êtes celui qui porte tout ou celle qui porte tout, vous n'êtes pas fort ou forte. Vous êtes épuisé. Et votre épuisement ne sauvera pas votre couple. Il le tuera. Un couple équilibré, ce n'est pas 50-50 chaque jour. Il y a des jours où l'un porte que l'autre, oui. Des jours où l'un porte plus que l'autre. Mais sur la durée, l'effort doit être partagé. Si tu portes depuis des années sans jamais être porté en retour, ce n'est plus de l'amour, c'est du sacrifice. Et personne ne devrait vivre toute une vie en sacrifiant ou alors en se sacrifiant seul. Merci beaucoup Marie-Agnès Sarnier. C'était un plaisir. Allez, c'était Parlons Vrai. À bientôt pour Voilà se réveille. Guidé, Garoua, Bamenda, Tiko, Mouyoka, Abomban se réveille. Radio Balafon est là et nous aussi. Bonjour Karel Tago. Bonjour Cyril et bonjour à vous qui nous écoutez en vous préparant dans le taxi, dans la voiture, devant le café. Aujourd'hui, on a un sujet qui va parler à chacun d'entre vous. Je le sais parce que je l'ai vécu l'autre jour. Raconte. Quand tu commences comme ça, Karel, c'est que la scène vaut de l'or. Hier, avant de venir au studio, je suis passée à la banque. 7 heures, une trentaine de personnes déjà. La file s'étirait jusqu'au dehors, sous le soleil. Les gens souffrent, la patience est à zéro. Et là, on a une dame qui arrive, talons, sac de marque, foulard impeccable, parfum qui arrive avant elle. Elle ne regarde personne, elle marche droit vers le guichet et dit au vigile, moi, j'ai rendez-vous avec le directeur. Elle avait rendez-vous avec le directeur, vrai, ou c'était un trafic d'influence? Même pas. Mais elle a dit avec tellement d'assurance que le vigile a hésité. Et un vigile qui hésite, c'est un vigile qui a déjà cédé. Hey, le bluff alors, ça marche, hein? Ouais, la fille a commencé à gronder. Ah, monsieur Lance, et moi, mon agent est dans cette banque depuis 3 mois. Il m'attend. Une jeune fille tente poliment. Madame, la file commence là-bas. La dame se tourne et lui dit, petite, tu me parles comment? Tu connais mon mari? Les choses du pays. Attends, le mari, c'est l'arme nucléaire. Quand tu n'as plus d'arguments, tu sors, tu connais mon mari, tu sais qui je suis. C'est bien ça. Mais un vieux monsieur, calme dans le coin, lève la main et dit, Madame, votre mari peut être le président de la République. Ici, on est tous égaux devant le guichet. Aïe. Et elle a fait quoi quand on a dit ça? Elle a hésité et elle a reculé. Mais Cyril, 9 fois sur 10, il n'y a pas de vieux monsieur. Personne ne parle et la dame passe devant tout le monde. Oui, c'est un peu l'habitude au Cameroun, le trafic d'influence. Je suis pressé, j'ai affaire, j'ai des dossiers importants, le ministre m'attend, mon directeur général, ainsi de suite. Parce que tout le monde espère secrètement être cette dame un jour, avoir le contact, le passe-droit. On déteste la justice, mais on rêve de l'utiliser. Et en ce moment, dans Yaoundé qui se réveille, il y a des gens dans une file quelque part à la boulangerie, à l'arrêt taxi, l'arrêt bus, dans une station-service. Mais ce matin, certains d'entre eux vont tricher, pas par méchanceté, mais par habitude.
Parce qu'on croit toujours que notre urgence est plus légitime que celle des autres. Moi, je suis pressée, moi, c'est juste une petite chose, mais tout le monde est pressé. Et à l'hôpital, c'est la version tragique. Tu attends depuis 5 heures du matin et tu vois un type qui débarque à 10 heures. Le docteur est mon frère. Il entre directement dans la salle alors qu'il y a un malade qu'on est en train d'ausculter. Et sois honnête, Cyril. Si le directeur de cette banque t'appelle et te dit, Monsieur Bojiko, passez directement, tu dis non. Hein? Ah non, je dis, mais non, directeur, il y a des gens devant moi, je pense que je vais attendre mon tour. Tu vois, on est tous à un coup de fil du passe-droit. Ah bon, tout le monde est là-dedans. Tout le monde est trempé dans le passe-droit. Et c'est pour ça que la file est un test de caractère. Parce que la file est un contrat silencieux. Quand tu la respectes, tu dis à l'autre, ton temps vaut autant que le mien. Quand tu la coupes, tu dis, moi, je suis au-dessus de toi. C'est bien ça, Karel. Oui, et on veut un pays égal, mais on fabrique les inégalités dès la boulangerie. Et la vraie civilité, c'est quand tu respectes l'ordre sans caméra, sans gendarme, sans ticket. Le citoyen, normalement, c'est celui qui est discipliné quand personne ne le regarde, n'est-ce pas? Effectivement. Ma grand-mère disait, celui qui ne sait pas attendre ne mérite pas ce qu'il attend. Ah bon? Celui qui ne sait pas attendre ne mérite pas ce qu'il attend. Mais j'adore ça, ta grand-mère. Elle est adorable. Hein? Ta grand-mère disait, celui qui ne sait pas attendre ne mérite pas ce qu'il attend. Celui qui ne sait pas attendre ne mérite pas ce qu'il attend. Effectivement. C'est très fort ça. Moi, je mets ça en statut tout de suite. Mais la patience, c'est sacré chez nous. Nos aînés attendaient le lever du soleil pour travailler. La saison des pluies pour s'aimer. Que l'aîné finisse de parler avant de prendre la parole. Mais aujourd'hui, Karel Tago, attendre est un signe de faiblesse. On a tout inversé. Bon, alors Karel, il est bientôt 7 heures. On n'a toujours pas fait le mea culpa avant de juger la dame du foulard. La dame, on se regarde dans le miroir. Bon, allez, à toi maintenant. D'accord. L'autre jour, pharmacie, longue file d'attente. J'avais besoin d'un Doliprane. Un Doliprane. J'ai dit au pharmacien, c'est juste un cachet, serre-moi vite. Il m'a regardé et il a dit, Madame, tout le monde ici a juste quelque chose. La file est là-bas. Aïe, aïe, aïe. Le pharmacien t'a mise à ta place. Devant Toi tout qui le te monde. prends pour la miche balèche, la femme la plus jolie. On t'a renvoyé à ta petite modestie. Je t'assure, Et devant tout le monde. Devant tout le monde, on t'a fait ça. Et le pire, au lieu de reconnaître ma faute, ma première réaction a été de chercher une excuse. On ne s'est pas dit j'ai eu tort, point. Oui, c'est ça. Le Camerounais ne sait pas dire. Non, c'est une culture chez nous. Hein. Pourquoi on n'a pas l'habitude de dire que j'ai eu tort? Qu'est-ce qui nous arrive même hein? Même en couple, hein, c'est difficile de dire j'ai eu tort. On a peur qu'avoir tort, c'est un signe de faiblesse, c'est un signe de grandeur. Parce que vraiment, dire que j'ai eu tort ne fait du mal à personne. Moi, à l'aéroport de Simalène, dernièrement, j'avais mon billet économique, file immense, comptoir business vide. Je me suis dit, comme je suis Cyril Bojiko, PDG de Balafon Média, personnalité des médias, tout le monde me connaît. Je suis allé donc au comptoir business avec mon billet éco. L'hôtesse m'a demandé mon billet. Elle m'a renvoyé dans la file économique. Monsieur, c'est le rang là-bas. Maman, j'ai gratté ma tête et j'ai osé dire, vous savez qui je suis? Comment? Il n'y a pas la télé chez vous? Vous savez qui je suis, les mots de la dame au foulard. Bon, c'est après quand même que le chef d'escale arrive. Il me dit, mais non, c'est quand même une personnalité. Oui, c'est vrai, le long. Hein, monsieur, bon, votre rang, c'est là-bas, mais on va vous servir ici. Ne lui faites pas ça, les gens sont en train de le regarder. Ne lui faites pas ça. J'ai pris quelques points. Hein, c'est pas possible. J'étais avec les Marie-Flore Falix, on partait pour la Côte d'Ivoire. Et bon, dans l'avion, j'étais assis en écho, mais après, on m'a quand même envoyé devant parce qu'il y avait un peu le vide là-bas. Et je suis allé en business, on m'a surclassé. Hein. Et après, on reproche ça aux gens. Ah, laisse ça. Vous savez qui je suis, les mêmes mots de la femme au foulard. Je suis Cyril Bojiko. Oh, toi aussi, laisse-moi tranquille. Quand tu as les privilèges, il faut t'en servir. Mais exactement les mêmes, tu as raison. Et quand je me suis entendu, bon, c'est vrai, j'étais un peu gêné. Et cette dame, on critique un comportement qu'on pratique nous-mêmes. Nous tous, on fait ça. On aime les avantages, même si on ne les mérite pas. C'est pour ça que cette rubrique s'appelle « Ça nous concerne aussi ». Oui, ça nous concerne aussi. Personne n'est à l'abri. Mais alors, justement, c'est l'heure du baromètre citoyen. C'est l'heure du baromètre citoyen, le respect de la file d'attente au Cameroun. Note 3 sur 10. La volonté est là chez certains, mais le réflexe collectif, non. Moi, 2. Parce que même ceux qui respectent la file finissent par tricher quand ils voient que tout le monde triche. Alors là, dans ce cas, ce baromètre citoyen, c'est 2,5 sur 10 alors. Donc, on peut mieux faire, beaucoup mieux au Cameroun. Au Cameroun, on ne sait pas respecter les files d'attente. Du tout. Alors, Karel, et maintenant, chers auditeurs, le défi du jour. Vous êtes en route. Certains d'entre vous vont faire la queue avant 7 h du matin. Voici votre émission. Le défi du jour, Karel, c'est lequel?
Aujourd'hui, où que vous soyez, boulangerie, banque, hôpital, arrêt de taxi, prenez votre place dans la file d'attente et ne bougez pas. Même si les autres trichent, même si on vous dit tu connais quelqu'un, non, répondez oui. Je me connais moi-même et moi-même je respecte la file. Ah oui, ça c'est fort ça. C'est fort ça. Oui. Et le jour où respecter la file deviendra normal, on aura tout changé. Eh oui, on aura changé. Pas héroïque, pas exceptionnel, juste normal. Et votre journée commence maintenant avec ce geste. Respecter la file, c'est respecter les gens. C'est dire à l'inconnu à côté de vous, ta journée est aussi importante que la mienne. Ouais. Le savoir-vivre camerounais n'est pas une importation, c'est un retour à nous-mêmes. Et ça nous concerne aussi. Merci Karel Tago. Merci. La Miche Balessin. Ouais, c'est moi.